Bonsoir, bienvenue dans Cinéwatch, votre rendez-vous hebdomadaire. Oui, je suis un peu surpris du début, hein, je vous le cache pas. On ne savait pas que ça partait là. Ravi de vous retrouver sur les antennes de Watch TV pour parler du cinéma, pour parler des sorties de la semaine en très bonne compagnie comme d'habitude. Avec deux habitués finalement qui... C'est la première fois que vous vous rencontrez sur ce plateau en fait. Sur le plateau, oui. Oui, c'est ça. Pas en dehors évidemment, mais... Ça, après on fait ce qu'on veut dans notre vie privée. C'est vrai. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de vous avoir. Donc Julien Dugouad, Avoir à lire. Ça va ? Oui, bah ça va très bien. Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu en fait sur ce plateau. Ça va faire au moins un mois que je suis pas venu. Ouais, bah écoute. Ça commence à dater. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. Et Cédric Coppola qui t'a pris ta place pendant un mois. Parce que toi, par contre, ces derniers temps... Voilà, c'est récurrent et c'est y a toujours un plaisir de venir dans l'émission. Bah, moi aussi. Donc Cédric Coppola de La Provence. Exactement. Bah écoutez, ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux. On va parler de tout plein de choses aujourd'hui. On va parler notamment d'un petit film, un petit film d'auteur qu'on a très à cœur de défendre avec des mecs en collant. Des mecs en collant qui se battent contre un monsieur violet, c'est ça, voilà, ouais. Et qui balancent des espèces de jets de lumière dans tous les sens. Et qui recherchent des pierres à travers l'univers. C'est ça, qui recherchent 4 pauvres cailloux qui, je suis sûr, sont des faux. De toute façon, ça... Donc voilà, oui, vous avez bien compris, on va parler pas mal d'Avengers, mais on va pas parler que d'Avengers, il y a pas mal d'autres sorties cette semaine. On va parler d'Une femme heureuse avec Gemma Arterton, on va parler de Daniel Auteuil qui réalise, ou qui essaie de réaliser un film. On va parler des Chevaliers du Fiel, attention. Alors lequel est le pire, tiens, ça va être la grande question. Ça va être le gros débat. On va parler de La Route sauvage également, un film qui était à Deauville. Enfin voilà, on a un beau programme qu'on va attaquer tout de suite. Mais juste avant, on va quand même faire notre petit point box-office de la semaine, comme chaque semaine. Et le point box-office pour dire que Taxi est toujours en train de tracer sa route et continue de cartonner. Toi, je sens ton dépit dans ton regard, quoi. Bien sûr, ton Taxi 5, c'est quand même déplorable. Moi, c'est un film que j'aime bien. Donc, je le trouve pas si catastrophique. Qui fait le boulot et que ça fait le... Tu te rends compte qu'au bout d'un moment, il y a une scène qui est rajoutée exprès pour justifier une explosion de caca. C'est quand même ça le niveau du film. Oui, mais alors, j'ai envie de dire, je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que depuis un an, le cinéma français est très caca. Voilà, on va se lancer dans un débat là, c'est sur les flics, mais donc bon, c'est Gaston Bide, c'est ça, c'est une ministre. Donc moi, c'est ça me fait rire. J'ai l'impression d'avoir vu des gags avec du caca très souvent. Alors, il y avait eu le truc avec Omar Sy, l'espèce d'horreur où il jouait un médecin... Oui, le remake de Knock. Oh là là. Voilà, le remake de Knock où il y avait déjà une scène de caca. Il y avait eu Gangsterdam où il y avait du caca. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, le cinéma français est très caca, quoi. Ouais, il refait le cinéma d'Apato. Il refait le cinéma d'Apato d'il y a 10 ans, en fait. C'est un peu ça, ouais. L'humour de Gaston Bide est à la mode, comme peut-être le caca, le vomi. Je suis dans la voiture, on va vite, je vomis, tiens, vomis par la fenêtre. J'ai oublié d'ouvrir la fenêtre, j'ai vomi dans ma voiture. Wow, le niveau. Ouais, mais c'est juste le début qui est comme ça. Après, moi, je trouve quand même que ce film, quand même, fait le travail, notamment au niveau de son humour, je trouve, dans un style cartoon. Ah ouais, non, mais je regrette franchement les premiers taxis. Au moins, il y avait quelqu'un qui savait filmer des courses de voitures. Hein. Les courses de voitures ne sont pas le point fort de cette épisode. Voilà, c'est quand même des trucs qu'on cherche chez Taxi, quoi. Je trouve que point de vue humour, quand même, il fait son travail et qu'il arrive quand même, mine de rien, à tenir tête à Besson, ce qui n'est pas toujours évident. Il fait moins faiseur, je trouve, que pouvait l'être Crocsy ou Pires. Effectivement, il relance un truc avec son humour à lui, son univers à lui. Bon, on en avait parlé sur ce plateau, je défends pas tout. Mais bon, je trouve pas que ça soit si catastrophique. Ouais. En tout cas, du coup, Taxi passe la barre des 2 millions d'entrées. Et donc se hisse toujours en première position cette semaine. Ce qui veut dire quand même qu'il a baissé de moins 50% en deuxième semaine. Quand même, il a baissé pas mal, mais alors quand on voit le reste du box-office cette semaine, on se rend compte qu'en fait il a fait très beau ces derniers temps. Et que les gens sont un peu moins allés au cinéma, parce que le deuxième, qui est Love Addict avec Kev Adams, n'enregistre que 248 000 entrées. C'est pas mal vu les bides que Kev Adams s'est pris ces derniers temps, c'est sûr, c'est beaucoup mieux, ça limite les dégâts. Bah là, il a changé de public en fait. Si tu regardes Kev Adams, là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son Franck Dubosc. Oui, alors c'est ça, c'est son premier rôle adulte. Première fois qu'il a un métier, je crois, même dans un film, peut-être.
C'est possible, mais bon, par contre, s'il y a Non, une chose... il était voleur dans Aladdin. Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai pas vu. Non, en revanche, s'il y a un métier qu'il n'a toujours pas, c'est acteur. Ça, c'est clair, il est toujours aussi mauvais. Troisième, Largué, la comédie avec Camille Cotin, Miu Miu et Camille Chamou, que personnellement, je trouve très très drôle. Ouais, c'est très drôle, ça. C'est bizarre que ce soit d'ailleurs Je trouve pas plus haut que le Kev Adams. Ben oui, quoi. ça ouais, fait 215 000 entrées. Pour le coup, je trouve ça assez faible. Ouais, je trouve que ça me fait de la peine qu'il fasse moins que Kev Adams. Ouais, c'est clair que... Ça, tu marques un point. Ready Player One est quatrième avec encore 205 000 entrées, ce qui le porte à 1,9 million. Il est aux portes des 2 millions. Ce qui est finalement très peu. Ce qui est très bien, moi je trouve. 2 millions pour un blockbuster comme ça qui... Je pense pas que un film facile à vendre. Ça ne s'adresse pas à tous les publics et c'est pas sûr que tous les publics de Spielberg l'aient suivi de ce côté-là, parce qu'il y a quand même des références qui sont très geeks et je trouve que 2 millions c'est quand même un chiffre honorable, il n'y a pas de star dedans. Oui, mais je pense que le studio est très 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 content du résultat, et en France et dans le monde d'ailleurs. Parce que c'est un film qui est... Enfin, je veux dire, ces derniers temps, Spielberg il a un peu plus de mal en termes de box-office. Là, il retrouve quand même une certaine allure. Je pensais que le 2 millions, il l'aurait atteint plus rapidement quand ça fait plus d'un mois maintenant qu'il est en salle. Ouais, moi je sais pas, moi je trouve qu'il s'en sort, sort avec les honneurs. Je trouve qu'il pourrait avoir une belle carrière aussi, ce film en VOD, DVD, parce que je pense qu'il va rester, parce qu'il marque quand même quelque chose. Et une... Je pense aussi, ouais. Sinon, rapidement, on peut noter que Place Publique, le dernier film du duo Bakri Jaoui, est 6ème avec 182 000 entrées, ce qui est... C'est peu pour eux quand même, je crois. Oui, je pense que c'est pas énorme. Après, je sais pas sur combien de copies il était distribué, donc... Il y a peut-être une certaine lassitude de les voir un petit peu toujours faire la même chose, quoi. Après, moi, je trouve le film assez décevant, donc du coup, voilà. Moi, au contraire, mais j'en attendais tellement peu qu'au contraire, j'ai été satisfait. Sinon, on a Escobar, le film le biopic avec Javier Bardem qui enregistre. Alors, il enregistre 141 000 entrées. C'est pas énorme, mais je pense que c'était parti pour être pire que ça. Oui. J'ai presque envie de dire qu'il s'en tire pas si mal. Surtout vu le résultat, moi je trouve que c'est vraiment une succession de moments forts, mais où il peine à nous intéresser vraiment à la figure d'Escobar et à l'homme en plus, parce que le but ça serait de nous parler de l'homme derrière non, justement, c'est pas du tout le but. C'est le titre du bouquin en tout cas, donc c'est de nous parler vraiment de qui il est. Non, justement, moi je pense que le but c'est pas de te montrer que finalement c'était un être humain, non, au contraire, c'était de montrer que c'était vraiment un monstre du point de vue de la femme. C'est vraiment l'antithèse de ce que fait Narcos. C'est pas ce que dit Javier Bardem en interview. Javier Bardem, lui, il t'explique le but c'était vraiment de montrer que c'était à la fois, que c'était un monstre mais que c'était un être humain aussi. Ah ouais, non, parce que justement tu n'as aucune empathie pour le personnage, et c'est cette proposition là que j'ai trouvé intéressante. Moi ce qui me gêne c'est le titre, pas le titre français mais le titre original qui s'appelle Loving Pablo. L'axe du film, c'était censé être l'histoire d'amour qui est pas du tout... Et qui devient un prétexte pour faire un biopic sur Pablo Escobar. Oui, puis la relation avec sa femme, il insiste, il a plusieurs scènes avec son épouse, mais les scènes sont totalement ratées, quoi, y compris la fin, qui veut essayer d'aller dans l'émotion, enfin, je sais pas, c'est... C'est vrai que c'est... On a un premier tweet de Daniel qui est qui est toujours là. Daniel est toujours là. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous. Et Daniel, lui, apparemment, il a qu'une hâte, c'est Ready Player One, le Blu-ray 3D. Il qui sort pour le revoir. On va pas tarder à attaquer les films de la semaine. Juste très rapidement, on a Red Sparrow qui enregistre encore 103 000 entrées. Quand même. Et qui se retrouve à 667 000. Honnêtement, je lui prédisais bien pire. Donc je trouve qu'il s'en tire pas trop mal. Et on a la comédie américaine Game Night qui plafonne à 75 000 entrées. Ce qui est pas énorme, et ce qui veut dire que Strangers Prey at Night, qui je trouve est un très bon film d'horreur, n'est même pas dans les 10 premiers. Tant mieux, parce que je trouve que c'est complètement foireux. Moi j'aime ça très sympa. Moi j'aime beaucoup Strangers. Je trouve que c'est un bon slasher. Et j'en ai tellement pas souvent à mettre sous la dent au Cinoche. Je sais pas, moi j'ai pris... Est-ce que tu as les chiffres de l'île aux chiens ? J'aimerais savoir à quel point l'île aux chiens se casse la gueule. C'est très simple, il est pas dans les 10 premiers et il est en dessous de 75 000. Donc ça doit être vraiment très peu quand même. C'est triste quand même, quoi. Enfin bon. On va pas se discuter. C'est un film qui apparemment met tout le monde d'accord. Parce que moi je me mets pas dans l'eau, je suis pas très très fan, mais... Ouais, mais je connais personne qui l'ait vu, qui ne m'ait pas dit qu'il l'avait aimé. Donc, mais
Ah, toi, tu l'as... J'ai pas trop aimé. Je suis pas rentré dedans. Non, je suis pas rentré dedans. Mais je dis pas que c'est mauvais. D'accord. Bon. C'est juste que je suis effectivement pas rentré dedans. Je continue à penser que Wes Anderson ne devrait faire que de l'animation, parce que c'est ce qu'il fait de meilleur. Mais bon, ça... Le souci, c'est que c'est un dessin animé qui s'adresse aux adultes et voilà, ça, c'est toujours le problème. Trouver la cible. Oui, pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, Pierre Lapin marche beaucoup mieux, quoi, par exemple. Puis, parce que je l'ai pas cité, mais Pierre Lapin est un gros succès. Ça, c'est une surprise. Un gros succès inattendu. Il vient de passer le million d'entrées quand même. Hein. Je sais pas comment ce film va faire. Bref. Mais bon. Je ne l'ai pas vu, je ne peux pas en parler. On va parler de super bonhommes avec des super costumes qui ont des super pouvoirs et qui font les super malins face à un super méchant. Oui, le titre m'échappe. Non, on va parler de Avengers Infinity War, le nouveau Marvel, le nouveau volet de la saga Avengers, et surtout la très attendue réunion de tous les super-héros, ou du moins d'une très grosse partie des super-héros de l'univers Marvel. C'est le 19e film du studio qui fête... Ou plutôt le premier après 18 bandes annonces. Et on va en parler. Voilà. Non, c'est le 19e film donc, du studio qui fête ses 10 ans. Enfin, Marvel Studio, l'entité, fête ses 10 ans. On va regarder la bande-annonce de ce film qui est sorti donc aujourd'hui, qui a fait un énorme démarrage. Pour l'instant, il réalise des records. Disney disait annoncer cet après-midi qu'ils avaient... Ça fait 10 ans qu'on nous le vend, c'est normal qu'on l'attende. C'est sûr, mais en tout cas, voilà, c'est le meilleur démarrage depuis Star Wars. Depuis Star Wars, oui. Donc voilà, bah, on va regarder la bande-annonce et on vous dit tout de suite ce que nous on en a pensé. The entire time I knew him, he only ever had one goal. To wipe out half the universe. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that. Tell me his name again. Thanos. We got one advantage. He's coming to us. We have what Thanos wants, so that's what we'll use. Let's talk about this plan of yours. I think it's good, except it sucks. So let me do the plan, and that way it might be really good. Wow. The end is near. When I'm done, half of humanity will still exist. Perfectly balanced, as all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. Then I am Spider-Man. Le retour, Avengers Infinity Wars, le film tant attendu. Je me rappelle d'une rencontre qu'on avait eue il y a quelques mois de ça pour la sortie de Spider-Man avec Kevin Feige, le boss des studios Marvel, à qui j'avais posé la question, est-ce qu'un jour, quand la mode s'essoufflera, on pouvait envisager, imaginer une rencontre entre DC et Marvel pour faire le film de super-héros de tous les temps, le film ultime. Et sa réponse avait été très simple, il m'avait dit mais le film de super-héros ultime on l'a déjà fait, ça s'appelle Infinity Wars. Infinity Wars est arrivé et c'est l'heure de voir si effectivement c'est le film de super-héros ultime. Qui veut se lancer en premier sur ce gros chapitre ?
Je peux le faire si tu veux. Ah bah vas-y. Alors Ultime, je crois quand même pas. Bon déjà il faut signaler c'est et bon, on ne spoilera pas parce qu'en plus tous les super-héros nous le rappellent avant même que le film commence. Oui, c'est vrai, donc j'ai une bande-annonce, ouais, ne pas c'est une spoiler. nouveauté, voilà. Parce que déjà c'est que la première partie d'Infinity War, ça aussi il faut bien le signaler parce que ça finit quand même sur un cliff. On ne dira pas lequel, mais ça finit dessus. Maintenant, après, c'est une réunion quand même qui, je trouve, tient ses promesses vu les craintes qu'on pouvait avoir. Parce que quand même, je pense que tous ceux qui aiment les Marvel et tous ceux qui aiment n'importe quel personnage, ils trouveront leur compte tellement quand même le film trouve un équilibre dans sa gestion de tous les super-héros et dans chacun de leur univers, justement. On parlait là, pendant la bande-annonce, de l'humour des Gardiens de la Galaxie. Il s'intègre plutôt bien dans l'univers lorsqu'il rencontre, par exemple, je crois que c'est Captain America, je crois ou Thor, je sais plus, c'est un des deux, je crois qu'il rencontre c'est Thor, il rencontre Thor. Je trouve qu'il y a une très belle rencontre. Et je trouve que après il y a toujours le cynisme aussi d'Iron Man. Donc on retrouve vraiment tous les personnages qui se retrouvent, qui se séparent, qui se retrouvent aussi bien sur Terre que dans différentes planètes. Et on passe d'un lieu à un autre. Et ça, tout l'imaginaire quand même Marvel est dans ce film. Voilà. Donc et malgré tout, et malgré les petites touches d'humour, malgré toutes les bastons, qui peuvent être aussi bien des bastons, on va dire, intimes, que des bastons quand même assez grandioses, on dérive finalement vers quelque chose de plus sombre, et qui est assez surprenant, et je trouve que finalement, les frères Russo sur ça, du moins, après on pourra toujours faire un débat, est-ce que c'est le meilleur Marvel ou pas, mais en tout cas c'est le meilleur des Avengers. Oui, ça c'est certain qu'il est bien meilleur que les deux premiers Avengers. Ouais, c'est ça, les frères Russo nous avaient déjà prouvé qu'ils savaient maîtriser les personnages, quoi, que chacun, c'est vrai que là, le fait de les voir converger comme ça, c'était un petit peu ce qui faisait peur. Finalement, ça marche, quoi. On pense que quand même, le premier Avengers, ils avaient 10 personnages et ils étaient pas fichus d'exploiter la mythologie de chacun, aller mettre le... Oui, c'était Iron Man et les autres. Voilà, c'est ça. Là, vraiment, la mythologie de chacun est exploitée. Peut-être que finalement, le moins exploité, c'est peut-être Captain America. Je suis à peu près d'accord. C'est peut-être finalement le personnage le... Ouais, je suis à peu près d'accord. Mais je suis d'accord avec ce que disait Cédric au final, et même avec ce que tu dis toi, c'est que la grosse inquiétude, c'est que Marvel nous balançait l'idée comme quoi il allait avoir plus d'une vingtaine de super-héros. Je crois qu'on tourne entre 22, 23 dans ces eaux-là. Et effectivement, on se disait, mais est-ce qu'ils allaient réussir à gérer autant de personnages, ou est-ce que ça allait juste devenir des petits bouts de sketch, on les voit tous un peu rapides. Et je trouve que, comme tu dis, il y a un équilibre remarquable, c'est-à-dire que tous existent, y compris ceux qui étaient auparavant des seconds rôles, des personnages de fond. Ben même là, ils arrivent à exister dans un truc qui est cohérent. Je pense notamment à Elizabeth Olsen qui joue Scarlet Witch, qui jusqu'à présent était vraiment un second rôle, quoi. Bon, ben même là, dans ce film-là, elle arrive à exister au même niveau que les autres, elle a sa part du gâteau. Tous les personnages ont leurs enjeux, des enjeux, c'est ce qui a toujours manqué chez Marvel. Ouais, et voilà, là, pour la première fois, on a des personnages avec des enjeux, forcément. Est-ce que c'est ce qui ont fait le meilleur Marvel? Je sais pas, mais c'est ce qui ont peut-être fait le Marvel le plus intéressant en termes d'écriture. Je pense que franchement, il atteint un niveau au-dessus, quoi. Je trouve qu'il y a aussi quand même un vrai méchant, Thanos. Je le trouve vraiment très bien traité. C'est peut-être lui le plus calme de tous finalement. C'est ça qui est le plus effrayant. Et il a un vrai conflit intérieur. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Tout le long du film, j'espérais qu'il gagne parce que je suis complètement fan de Thanos en fait. Ouais, c'est ça, quoi. Alors que depuis le début, on nous le présentait comme le gros méchant. On aurait dit un méchant sorti de Bioman. Quand il sera plus là, on pourra dire c'était Thanos. Oui, puis, voilà. Josh Brolin. Sous vos applaudissements. Personne n'a remarqué cette vanne. C'était Thanos, si. J'apprécie, merci, au revoir. Josh Brolin fait une excellente prestation, je trouve, dans ce rôle-là aussi. C'était pas évident avec tous les tonnes de maquillage et compagnie. Non, mais c'est un méchant vraiment qui a de la gueule, qui a de la présence, qui a une histoire, Mais après, il y a beaucoup de choses que je trouve extrêmement réussies, mais... T'en parlais, je trouve qu'effectivement, c'était pas évident de se dire, alors attends, parce qu'on va ramener les Gardiens de la Galaxie, qui est un film plutôt second degré, dans les Avengers, qui est un film qui, au contraire, se prend vachement au premier degré de manière habituelle. On a Spider-Man avec son côté rigolo qui va débarquer. Enfin, voilà, il y avait une espèce le Black Panther qui arrive dans tout ça.
C'est dit, voilà, c'est beaucoup d'univers très différents. Beaucoup de tons. Ouais, beaucoup de tons très différents. Et finalement, ils ont réussi à faire un truc qui soit homogène au niveau des personnages, homogène au niveau de l'écriture, qui je trouve est très très emprunté à Star Wars. Moi, je trouve que ça emprunte beaucoup à la façon de conduire un Star Wars. Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, c'est ce que je disais. Pour moi, ce n'est pas un excellent film de super-héros. Pour moi, c'est juste un très bon space opéra. Un space opéra avec des super-héros, mais un space opéra. Ouais, c'est ça, c'est qu'on arrive à passer en termes de dramaturgie, de construction, c'est ça. Dans la toute première scène qui est assez sombre, si on verrait débarquer quelqu'un avec un sabre laser, on s'en étonnerait pas. C'est ça le. C'est ça. Mais c'est ça parce que c'est très là où je pense beaucoup à Star Wars, c'est que finalement c'est beaucoup de personnages beaucoup de groupes de personnages un peu disséminés un peu partout, un peu comme dans Star Wars, et finalement on passe d'une histoire à l'autre tout en gardant la globalité de la chose. Tout arrive à bien s'emboîter de façon cohérente. C'est très très rare, je trouve, de voir un Marvel bien écrit. Et celui-ci est bien écrit, et par-dessus le marché, je trouve que c'est très bien réalisé, et ça c'était une de mes inquiétudes, c'est que les frères Russo, c'est pas des génies quand même? Si, franchement. Mais c'est des génies du montage, c'est-à-dire que quand c'est des mecs en fait contrairement à un Joss Whedon qui faisait des trucs avant. Mais Joss Whedon au moins moi je trouve qu'il a un style. Les frères Russo pour moi c'est des mecs qui font une réal très fade, et une fois qu'ils arrivent en montage, ils appuient comme ça sans arrêt sur la tablette de montage, c'est hyper haché, c'est illisible. Là, je trouve qu'ils ont réussi à faire un film lisible, avec de l'action lisible. C'est lisible, mais après, ce qu'il y a, c'est que quand on parlait de la gestion des personnages, c'est vraiment la réflexion, j'ai l'impression, c'est qui on met en face de qui. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu citais effectivement le Spider-Man. La bonne idée, c'est vraiment de le mettre face au Doctor Strange, notamment dans la scène qu'on voit dans la bande-annonce. Et finalement, c'est un peu l'humour british, quelqu'un que le Doctor Strange, c'est-à-dire qu'il est assez froid, etc. Finalement, de mettre ce jeune en face de lui, ça crée finalement des binômes, et il y en a plusieurs qui sont créés comme ça pendant le film. C'est très très malin, moi j'ai trouvé. Tout ça vers la convergence à la fin. Ce grand combat qui n'est pas toujours éviter quand même de rentrer dans les détails. Oui, je pense que tout le monde a vu la bande-annonce. Oui, mais bon. On sait qu'à la fin va y avoir un combat. Oui, enfin, vu que ça va se mettre sur la gueule. Effectivement, on voit des plans dans la bande-annonce. Forcément. Mais après. Ouais, non, franchement. Ça marche plutôt bien. J'avais peur que ça se casse la gueule, ça fonctionne. Mais finalement, j'ai très peu été surpris. Alors, tout le long de trucs. C'est là que je suis pas d'accord. Moi, il y a eu deux, trois petites choses. Il y a notamment des moments d'émotion qu'on révélera évidemment pas. Mais il y a des petits moments d'émotion auxquels je m'attendais pas. Déjà, de l'émotion dans les Avengers, ça m'a fait plaisir. Parce que ça m'a prouvé que finalement je m'étais plus attaché à certains personnages que ce que je le pensais. De l'émotion. Dans les Marvel des frères Russo, moi ça ne m'étonne pas. Et alors je sais pas lequel de vous deux disiez tout à l'heure, mais effectivement il y a un côté très... Enfin finalement le film baigne, malgré son humour, grâce à Spider-Man et grâce aux Gardiens, il baigne dans un ton qui est assez sombre. Il y a des moments où on se croirait presque chez DC, quoi, je veux dire... Parce que le film est quand même assez sombre, mine de rien. Plus il avance, plus il va dans ce ton-là. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des bascules qu'on ne voit pas venir. Oui, il était temps. Et ça, c'est bien. Après, le film n'est pas parfait non plus. Ça aussi, il faut le signaler. Ça fait quand même... Il y a des facilités, il y a des successions, quand même. On se réunit, on discute, puis on combat. Puis après, on se réunit, on discute, on combat. Ça dure quand même 2h35. Il y a quand même des longueurs dedans. Moi, je ne les ai pas sentis. Je les ai pas vraiment sentis. Moi, mi-parcours, quand même, il y a des petites longueurs que j'ai... Ouais, non, ça m'a pas gêné. Il y a des petits entre nous, ça c'est certain. Ouais. On a des tweets, on a tout plein de tweets, en fait. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir. Hein. Si vous avez vu Avengers aujourd'hui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. #Cinewatch. Et j'ai l'œil sur vos tweets. On a Miss Bobby qui... Alors, on a Daniel déjà qui nous dit pas de spoil, s'il vous plaît. T'inquiète pas, on fait bien attention. On a Miss Bobby qui nous dit, c'est ça qui est assez fou avec Avengers Infinity War, tout est relativement bien équilibré alors qu'on pouvait avoir peur d'un gros fouillis. Effectivement, c'est ce qu'on disait. Et elle dit, je suis d'accord, on entre enfin dans un univers sombre, il était temps. Elle nous précise également qu'il y a un vrai méchant, une vraie histoire. Il y a un certain humanisme, et je suis d'accord, effectivement, il y a des vrais moments humains, je trouve, d'habitude. Peut-être un petit peu raté certains. Certains, oui. Voilà. Je sais qu'il y a un moment qui était censé être hyper émouvant, et je sais que cette scène-là, moi, je la trouve assez ratée. Je ne sais pas de laquelle, en l'occurrence, tu parles, mais... On va éviter, effectivement, d'en parler, mais... et elle termine en nous disant qu'effectivement, les franchises se mélangent bien, tout en gardant leur identité.
C'est ça, ce qu'il y a quand même, c'est que le monde autour n'existe pas. C'est-à-dire les gens autour. Les normaux, nous. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Cinewatch dans Avengers, je comprends pas. Le plateau de Watch TV, on ne le voit jamais. Sauf la scène post-générique. La scène post-générique, c'est ce que je voulais dire. Il faut attendre le post-générique pour voir peut-être quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir dans le film. Donc à moins que tu sois soldat Wakanda. Alors ça, évidemment, on ne vous dira pas quelle est la scène post-générique. Voilà, mais ça va de soi. Mais ce qui est très troublant, parce que il y avait un des films où justement tout le débat était sur les dommages collatéraux que causaient les Avengers. Et là, finalement, on s'éloigne totalement de cette piste, en fait. Peut-être qu'on en parlera dans le 2. Oui, c'est possible. C'est possible. Mais même, c'était dans lequel celui où il y avait toute la Sokovia qui. Ça, c'était dans Avengers 2. Voilà, c'est-à-dire, dans Avengers 2, ils en parlaient un petit peu, effectivement. Là. Et puis dans Civil War, après, c'était quand même l'enjeu principal, c'est qu'est-ce qu'on fait. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on assume qu'on pète tout à chaque fois, quoi. C'est vrai. Après, il faut dire, il y a une grosse partie du film quand même qui se passe dans l'espace, sur d'autres planètes, etc. Machin, donc forcément, bon. Ah, c'est la scène à New York, quoi, au début, il n'y a pas trop de dommages collatéraux. Donc... On voit des gens fuir. On ne vous spoil pas, c'est tout début du film. On ne voit pas de gens mourir, de toute façon, c'est on voit des Marvel. gens courir. Voilà. C'est Disney aussi. Bon, en tout cas, donc vous, je sais que peut-être pas vous, moi en tout cas, je sais que mon point de vue, c'est en tout cas le meilleur Marvel que j'ai vu depuis un moment. Et ceux qui suivent cette émission savent que je suis quand même pas très tendre d'habitude avec les films Marvel. Vous le conseillez quand même. Enfin voilà, toi c'est ça que t'aimes bien. Après, moi j'aime bien. Après, j'ai un petit faible parmi les derniers pour Black Panther, moi quand même, que je trouve, que je trouve vraiment qu'il y avait un vrai propos politique et donc je comprends vraiment le succès et qui s'inscrivait, je trouve vraiment dans l'air du temps. Voilà, moi je trouve ça c'est un Marvel qui ressemblait aux autres. Ils ont juste amené un côté communautariste, mais qui ressemblait juste à ses moins bons. Mais ils en ont rien fait. Ça, moi je trouve que Ryan Coogler quand même fait un vrai travail là-dedans de réalisation et vraiment que le Black Panther qui était vraiment très très travaillé dans sa psychologie, je trouve plus complexe qu'il n'y paraît, mais après. Moi je suis pas déchaîné. Moi là, je suis pas du tout. Alors pour terminer, on a Miss Bobby qui nous dit qu'elle aussi c'est son grand regret, on ne voit pas l'humanité, on ne voit pas les gens en fait. Mon gros regret c'est qu'on voit pas Ant-Man. Voilà, j'ai spoilé. Oui, c'était pas nécessaire. Non, mais ça se voit sur l'affiche. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas sur l'affiche. Il y en a deux qui ne sont pas sur l'affiche. Ouais, on ne dira pas qui est le deuxième. Voilà, cherchez, amusez-vous à chercher qui est le deuxième. Mais il y en a deux qu'on ne voit pas sur l'affiche. Ant-Man 2, il me semble, c'est le prochain d'ailleurs, non c'est, Ant-Man, oui, c'est Ant-Man et la guêpe, c'est effectivement le prochain dans le viseur. Ouais. Donc, qui approche à grands pas. Et donc, Avengers Infinity... Et que d'ici Infinity War 2, on a quand même... Eh ben, c'est pile poil dans un an. Voilà. Avril 2019. Entre-temps, on aura eu un gardien de la galaxie, non? Si je ne m'abuse. Je sais pas. Je suis pas sûr. Parce que moi, j'ai vu Captain Marvel surtout, je crois. Peut-être je suis complètement largué dans la chronologie Marvel parce qu'il y en a trop en fait. Oui, c'est ça. Si vous voulez regarder pour nous sur internet, il y en avait voilà. Deux par an, ou si vous le savez. Quand il y en a un tous les 3 mois. Oui, c'est ça. Non, là je crois que oui, effectivement, le prochain c'est Ant-Man et après. Ensuite Captain Marvel et puis. Je sais pas si Captain Marvel sort cette année ou pas, je dois avouer. Non. Après Ant-Man, c'est le dernier de l'année et ensuite il faut attendre 2019. 2019, en tout cas, il y aura Avengers Infinity War, dès avril. Ouais. Donc voilà. Je pense qu'on a un petit peu fait le tour d'Avengers. Voilà, on peut passer au film intéressant. Mais moi je trouve qu'Avengers, pour une fois qu'un Marvel est bon, quand même, disons-le, parce qu'après des années de bouillie, c'est quand même pas mal d'avoir enfin un bon Marvel. Quoi. Quand même, il y en a beaucoup trop, ça. C'est vraiment le problème, moi je trouve que ça fait quand même 19 films, quoi. C'est vraiment, vraiment une série, forcément il y a du déchet au milieu. Ouais, le problème c'est que pour moi il y a eu que du déchet, quasiment que du déchet jusqu'à présent. T'exagères, mais moi il y a très très peu de Marvel que je trouve vraiment bon. Je sais que toi t'aimes bien certains Captain America, moi je trouve ça imbuvable. Les Avengers, je trouve ça imbuvable. Iron Man, je sauve que le premier. Thor, je sauve que le dernier parce qu'il m'a fait marrer. Non, pas du tout. Après, ça divise, mais bon. Voilà. Enfin, je trouve que pour une fois, voilà, on a vraiment un bon film de super-héros, même ceux qui sont pas les plus clients de super-héros. Je trouve que voilà, c'est aussi un bon film en plus d'être un film de super-héros. Parce que c'est un bon space opéra avec des gens qui ont des super-pouvoirs. Avant d'être un film de super-héros. C'est comme ça que je le conçois.
Oui, moi je trouve que c'est un bon mix des deux. Le problème, c'est qu'il faut avoir vu les autres films de Marvel pour savoir qui sont ces fameux personnages. Tous ces gens. Oui, parce que ça prend vraiment la suite d'où ça en est de tous les épisodes. Ah oui, on va dire, complètement, ouais. Notamment même de Black Panther, quoi. On se retrouve, si on n'a pas vu Black Panther avant, il risque d'y avoir des manques. Ouais, et puis même si on n'a pas vu, le dernier Thor, si on n'a pas vu le dernier Captain America, enfin, je veux dire, les Gardiens de la Galaxie, effectivement, là d'un coup, il y a tout qui converge. Strange, tu sais pas qui c'est, tu t'as pas vu. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'ils ont bien réussi, je trouve. C'était extrêmement périlleux voilà, cette immense réunion. On avait peur, enfin moi j'avais peur que trop de super-héros tuent le super-héros. Ouais. Et finalement, je trouve qu'ils ont fait vraiment un boulot qui est bien au-delà des attentes que je pouvais avoir de ce film-là. Bon, en tout cas, voilà, allez voir Avengers, allez vous payer une bonne petite tranche de spectacle, ça fait du bien. Et une fois que vous êtes payé une bonne petite tranche de spectacle, vous pouvez aller voir après des films un petit peu plus sérieux, comme celui dont on va parler maintenant, qui est Une femme heureuse, un film réalisé par Dominique Savage, avec la magnifique Gemma Arterton. Alors, Gemma Arterton, moi, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer chez elle. Je connais personne qui va dire « Je n'aime pas Gemma Arterton ». Personne. Tout le monde l'aime bien en fait. C'est une très bonne comédienne, moi je trouve. C'est une bonne comédienne, mais surtout elle a un capital sympathie, tout le monde l'aime bien. Personne n'aime pas Gemma Arterton. Ça n'arrive pas. Elle a une filmographie aussi assez. Très éclectique. Elle est passée, oui, dans. Gemma Bovary, Tamara Drewe, donc c'est. Oui, puis après elle a tout fait à côté de James Bond, Prince of Persia, The Voices, Orpheline, le film français d'Arnaud Despalières, qui était pas bon, mais. Mais voilà, c'est une actrice avec qui est très éclectique. Donc une femme heureuse qui raconte l'histoire de Tara. Le très beau Dominique Cooper aussi. Et Dominique Cooper et notre français Jalil Lespert qui est dedans. Donc une femme heureuse, ça raconte l'histoire d'une femme qui n'est pas heureuse justement, mais qui est malheureuse. Le titre est ironique. Tara qui vit dans une petite ville de la banlieue de Londres et qui s'est enfermée dans la routine et qui est malheureuse dans sa vie. Elle est mariée, elle a des enfants, elle s'occupe de la maison, des enfants, de la maison, des enfants, de son mari. Et cette routine commence à lui peser de plus en plus. On va regarder la bande-annonce et on vous en parle juste après. I'm not happy. I need to do something else. It's a phase. Kids are hard. I told you that. I can't do this anymore. Maybe doing a course or something, get a job. You're 30 now, you've left that too late. And I thought maybe I could do this art course. What do you think? Any food? Sometimes we need more courage to stay than to leave. Is this what you fucking care about? Do fucking art! All you do, you never fucking listen to me! Fuck you! Being free and being married, contradiction. I need you to tell me what to do. Une femme heureuse avec Gemma Arterton. Moi, je vous le dis tout de suite, c'est mon coup de cœur de la semaine. Je trouve ce film absolument magnifique. Donc, c'est un film qui est réalisé par Dominique Savage. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Dominique Savage. Moi, ça m'a surpris quand je l'ai su parce que j'avais oublié. Qui est-il ? Alors, est-ce que tu te rappelles de Barry Lyndon ? Oui. Dans Barry Lyndon, il y avait Lord Billington, l'enfant adoptif du héros. C'était lui. Ah, c'était ce petit gamin qui jouait Lord Billington enfant dans. Et là, du coup, maintenant, il fait sa première réalisation. Non, c'est pas son premier film. C'est pas son premier film, mais voilà, il est devenu réalisateur, le petit Lord Billington, et il réalise donc Une femme heureuse. Oui.
Tout à fait, et on le retrouve donc voilà aujourd'hui à la tête de ce film avec Gemma Arterton, film qui est réalisé d'une façon très particulière parce que c'est un film qui a été tourné quasiment en grande partie en improvisation. C'est un film qui est énormément improvisé, qui est un film très personnel pour Gemma Arterton puisque ça a été tourné dans sa ville natale, dans la maison de son enfance. Et ça raconte des choses que sa famille a vécu parce que sa grand-mère était dépressive, comme elle l'explique. Donc c'est un sujet qu'elle avait envie d'explorer. Tout le monde l'a vu. Oui. Bon, moi j'ai déjà dit que c'est mon coup de cœur de la semaine, mais qui veut m'en parler? Mais vas-y, comment moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est vrai que peut-être la dernière partie du film, je l'ai peut-être trouvé un petit peu inutile par rapport justement au propos de cette problème de femme enfermée dans la routine, quoi, qui a perdu son identité dans son couple. Hein, c'était Baudelaire qui disait l'amour c'est ne faire qu'un, mais lequel des deux? Oh punaise, on en est à citer Baudelaire. Cette émission elle est en train de devenir comme ça. Moi je suis comme ça. Et justement, j'ai trouvé que le propos était très bien. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saurez me dire, je ne saurais même pas dire, peut-être que c'est mon point de vue masculin, est-ce qu'elle est dans cet état-là parce que son mari est un connard ou pas? Mais son mari n'est pas un méchant. C'est ça. Non, son mari n'est pas un connard. À chaque fois que je le voyais, je me suis dit, est-ce que vraiment, quelle est sa part de responsabilité dans sa situation à elle? Je trouve que c'est là que le film est intéressant, surtout moi dans ses deux premiers tiers, on va dire, parce qu'après il y a on pourra en parler, mais il y a vraiment une rupture, un changement, notamment une partie qui se passe à Paris que je trouve trop carte postale. Mais vraiment ces deux premiers tiers, c'est ça que tu pointais, c'est-à-dire c'est vraiment très intéressant parce que le mari vraiment quand même, il a quand même des défauts. Mais il apprend pas, on va pas dire, enfin il apprend pas pour une boniche non plus, mais des fois il y a quand même des petites remarques, des petites choses qui peuvent la blesser, mais en même temps elle aussi, elle se rend malheureuse elle-même. Et c'est vraiment tout ce mélange et ce paradoxe qui crée vraiment un très beau personnage et qu'elle arrive vraiment à jouer vraiment à la perfection, Gemma Arterton, dans sa partie, justement, quand elle est en Angleterre, quoi, dans son mal-être quotidien. Après, moi, je trouve que Alors, c'est vrai que j'étais un peu aidé parce que je l'ai interviewé, comme on en parlait tout à l'heure, je l'ai interviewé il y a quelques jours, donc forcément, ça aide toujours un peu. Mais effectivement, moi, je trouve, et c'est ce qu'elle me confirmait, que Dominic Cooper, qui joue son mari dans le film, n'est pas du tout quelqu'un de méchant, c'est juste un mari absolument normal qui est confronté au fait que sa femme est devenue dépressive, est en train de devenir dépressive, ou s'est enfermée même dans la dépression carrément. Elle est triste parce qu'elle supporte plus sa vie, elle supporte plus son quotidien, elle supporte plus le fait de rien faire en fait, à part la maison, les enfants. Enfin voilà, sa routine est devenue invivable et l'étouffe. Et lui, il est dans une position qu'il ne sait pas quoi faire pour l'aider. Il aimerait l'aider. Il a quand même quelques petits coups de colère. Ça m'a presque rappelé jusqu'à la garde. Il enferme un peu. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça parce que quand tu. Rappelle-toi de la scène où il pète les plombs quand elle. Mais parce que c'est extrêmement difficile à vivre vu de l'extérieur, d'être face à quelqu'un qui est dépressif, de ne pas pouvoir l'aider, de ne pas savoir comment l'aider, et au bout d'un moment, t'as envie de secouer la personne. Et t'as une scène notamment qui est très jolie où il la regarde, il essaie de lui tirer un sourire comme ça. C'est un moyen de lui dire mais reviens vers moi. Ce qui est une certitude en tout cas, c'est que c'est un mauvais coup. Ça, c'est pas facile. Mais non, parce que c'est pareil, voilà, c'est une femme qui n'a plus de désir parce qu'elle a plus envie de rien, parce elle en peut plus, c'est juste une femme qui n'en peut plus de sa vie. Si ta femme pleure à chaque fois que tu lui fais l'amour. Oui, mais c'est justement. Franchement, remets-toi en question. Pour parler de ces deux scènes, c'est justement pour moi qu'il a enfermé dans une certaine routine. Il est quand même, pour moi, fautif de l'avoir enfermé dans une certaine routine, le mari. C'est là que je trouve qu'il y a quand même un paradoxe dans la construction. Terriblement pas d'accord. Parce que le truc, c'est que dans le film, lui, il essaye. Il lui dit, mais elle évoque l'idée de faire une école d'art. Il lui dit, mais fais-la ton école d'art. Si ça peut te rendre heureuse, fais-la, il n'y a pas de problème, vas-y. Il est le premier à vouloir l'aider, juste qu'elle s'en sorte. Je trouve que la manière dont il lui dit, justement, mais c'est ce débat, justement, qui est intéressant, je trouve, dans le film. Parce que moi, je trouve que la manière dont tu lui dis, il lui dit, sans vraiment y croire, sans vraiment y prêter attention, il lui demande combien ça va coûter, donc il y a toutes ces choses-là.
Ça c'est normal parce que lui, de son point de vue, il est dans une vie normale, rangée, tranquille, etc. et tout. Donc il comprend pas ce qui lui arrive, il comprend pas. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un homme qui est en train de se rendre compte que son couple est en train de s'effondrer et qui ne sait pas comment rattraper le truc là. Il est perdu parce qu'il sent qu'elle est en train de s'échapper. Donc le titre anglais c'est The Escape. Donc voilà, l'idée de s'échapper. Pour une fois, je préfère le titre français, je tiens à le préciser. Oui, c'est pas faux. Alors, juste, je voudrais revenir sur un tweet qu'on vient de recevoir de Martinez, qui nous demande Une femme heureuse, est-ce que c'est un film féministe? Alors non. Non. C'est pas un film féministe, Non. c'est un film. Ça pourrait très bien être un mari heureux, le film pourrait très bien être l'inverse. C'est juste l'histoire de quelqu'un qui n'est pas heureux dans sa vie, il n'y a rien de féministe. Ça n'empêche pas que c'est un très beau film, un très beau portrait de femme. Qui est un tournant, qui est allé à un tournant entre deux âges aussi, on va dire. C'est ça aussi qui influe. Et on voit vraiment qu'elle aimerait revivre une seconde jeunesse aussi. C'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ce que je comprends à demi-mot dans le film. On suppose que ce couple a été heureux à un moment, qu'il devait être complice, qu'il devait rire, mais que voilà, ça s'est perdu. Ça s'est perdu avec la routine. La routine, c'est ce qui tue l'amour, quoi. C'est ce qui, voilà. Et puis surtout, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très, 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 très bien étudié dans le film au final. C'est quand tu es enfermé dans cette routine-là, comment tu t'en sors? Parce qu'au final, il n'y a pas de solution. Oui, parce que finalement, est-ce que t'échappes? Quoi, tu plaques tes gosses, tu te barres? Non, c'est pas la bonne idée. Ça, on l'a pas précisé, mais il y a les enfants dans l'équation. Il y a les enfants. C'est une femme qui est coincée dans une routine qu'elle ne supporte plus, mais qui ne sait pas comment s'en sortir parce qu'il n'y a pas de bonne solution. Quoi. Mais toute cette partie est intéressante. Après, moi, je dis, c'est vraiment la deuxième partie que, malgré la belle photo... Le troisième tiers, c'est vrai que... Le deuxième. C'est plutôt là. Enfin, oui, bon, peut-être là. Disons que les deux premiers tiers, c'est comme un seul, parce que ça raconte la même chose. Mais effectivement, il y a un tournant au milieu du film. Ouais. Voilà, je trouve que dans cette partie-là, bon, ça part dans un petit truc romantique. Ça serait un peu plus exploré, plus davantage exploré, peut-être sa culpabilité d'avoir abandonné ses gosses, ça d'un seul coup. C'est oublié. Ça crée un déséquilibre dans le film, c'est dommage parce moi j'étais vraiment happé pendant la première heure et après je suis vraiment sorti. Ouais, mais après moi je me dis s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas eu cette sublimissime scène de rencontre entre Gemma Arterton et Jalil Lespert qui est filmée mais. Oui, mais si ce n'est que Jalil Lespert, je le trouve pas très très bon dedans. Pour une fois, il parle pas beaucoup, mais je trouve que ça va. C'est un peu le problème, c'est ce qu'on lui demande. Donc le pauvre. Enfin, bon, on a quand même pas mal d'autres films à parler, donc voilà, mais moi en tout cas, voilà, je recommande très 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 chaudement à tout le monde d'aller voir Une femme heureuse, je trouve ça absolument magnifique. Je le recommande fortement aussi. Bon, un petit peu quand même. Un peu, oui, mais après Avengers, moi je préfère qu'un Avengers. Mais ne serait-ce que pour Gemma Arterton, parce qu'on oublie de le dire, le film est donc, comme on le disait tout à l'heure, c'est un film... tous les plombs. Et c'est un film qui a été tourné donc en grande partie à l'impro, c'est-à-dire qu'ils avaient en gros l'idée de la scène et c'était à l'improvisation que ça se jouait. Gemma Arterton sans maquillage, au naturel comme ça, elle est mais époustouflante. Après j'aime bien Scarlett Johansson avec maquillage et Elizabeth Olsen aussi, donc voilà. Non mais elle est dans ce film-là en termes de jeu, elle est absolument. Tu as des goûts bizarres quand même. Non mais Scarlett Johansson. Bref, moi je trouve Gemma Arterton absolument brillante. Enfin je parle du jeu d'actrice en tout cas, je trouve qu'elle est absolument grandiose dans ce film. Donc voilà, j'ai l'impression d'être tout seul sur ce coup-là, mais moi je la trouve brillante. Non, elle est très bien, elle est très bien. Bien. Bref. Je suis pas amoureux d'elle. On va passer au film d'après, qui est également un plus petit film indépendant, on va dire. Ça s'appelle La Route Sauvage, un film de Andrew Hay. Je sais pas comment. Enfin, c'est jamais facile à prononcer ce genre de nom. Hay. Qui avait réalisé 45 ans, le film avec Charlotte Rampling, que j'avais trouvé absolument déplorable. Je sais que beaucoup l'aiment. Ah, moi j'adore ce film, 45 ça horrible. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien. Enfin bref. Donc voilà, La Route Sauvage, c'est un film avec Charlie Plummer, avec Steve Buscemi, avec Chloé Sevigny. Un film qui avait été présenté à Deauville, si ma mémoire est bonne. Il me semble qu'il avait été présenté au festival de Deauville. Alors c'est pas sur l'affiche en même temps. C'est pas à Deauville. Attends, mais Venise, non mais il me semble qu'il était à Deauville aussi. Ouais, bon, on va regarder la bande-annonce. On vous en dit quelques mots juste après. So what do you think about all this, Charlie? You know, working the backside,
Being here in the asshole of nowhere. I like working the horses. What's this one's name? Leon Pete. Here's number 6, Leon. Look, if we're gonna be eating together, you gotta get some manners. You gotta chew your food. What does your mom say? I don't know her. Kid needs a mother. This is my Aunt Margie. Yeah, do you see her? No, not really. Hey, Pete. How you doing? Can't get attached to the horse. Call 911! My dad is really hurt! I'm sorry, Charlie, but I need to call someone for you. Just give me a number. There's nobody. Charlie! I'm selling them. Come on, Pete. Hi, I'm looking for Margie Thompson. Hey, you forgot to pay for that, huh? So you're a runaway? No. Okay, Charlie, where are your parents? Then you give me my money! Come on! I'm gonna get us out of here, okay? La route sauvage, film avec donc Charlie Plummer, Steve Buscemi, Chloé Sevigny, je crois que je l'ai déjà dit juste avant. Juste, je reviens sur un tweet, on a Miss Bobby qui nous dit « Il a l'air bouleversant ce film », donc elle parle d'une femme heureuse. C'est difficile de sortir de la routine, qu'elle soit personnelle ou dans le couple. Et effectivement, et c'est un film qui traite très justement de ça. La route sauvage. Rapidement, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve ça très beau. Hein. Moi, oui, je me suis franchement fait émouvoir. C'est vrai que la première partie où on le voit rentrer dans le petit microcosme des courses de cheval, j'ai trouvé ça franchement très intéressant. Par-dessus, il y a des couches d'émotions qui viennent s'ajouter là-dessus. Et c'est vrai que le film dérape dans le road movie à mi-parcours. J'ai été surpris. Je savais pas trop où est-ce qu'il m'emmenait pour finalement réussir à m'emmener sur un final qui m'a mis encore une fois la larme à l'œil. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai que cette déclinaison en road movie à mi-parcours, ça m'a un peu déstabilisé. Bon, moi, ça m'a déstabilisé aussi, mais la dernière partie m'a encore moins plu. C'est-à-dire, je trouve que, justement, j'ai vraiment été immergé dans la partie où on retrouve d'ailleurs Buscemi et Chloé Sevigny, des courses de chevaux, qui est vraiment, là, je trouve, qui est vraiment très bien documenté, et où vraiment le personnage, même, il a une relation très intéressante avec son père, le personnage de Charlie Plummer, qui vraiment, quand même, porte le film. La partie road movie, je l'ai trouvé assez classique, et puis la dernière partie, j'ai trouvé que c'était du Ken Loach complètement raté, moi, en fait. C'était non, j'ai vraiment trouvé qu'on tombait dans une vision du misérabilisme qui, pour le coup, était fausse, et surtout par rapport à ce qui avait été montré avant, quoi. Moi, justement, c'est un film qui évite le misérabilisme, qui arrive à être plutôt lumineux. Oui, mais la dernière partie où il y a, on va quand même un personnage, qui vit de sans-abri, qui vit dans sa roulotte, tout ce qui se passe avec lui, je trouve que là, on tombe dans les clichés, dans une représentation de la pauvreté qui est... Alors qu'il évitait justement ça pendant la première heure quand même, mais plus il avance, plus je trouve que le film devient moins intéressant. Ouais. En tout cas, moi, voilà, je trouve que c'est un film qui est tout à fait recommandable cette semaine. Enfin, j'ai envie de dire, dans les trois, voilà, c'est un des trois si éventuellement à voir, même si effectivement je dirais aux gens plus voir Une femme heureuse qu'il faut... Après, c'est cité, je vois sur l'affiche Huckleberry Finn, ou en genre de Huckleberry Finn, je préfère nettement Mud, par exemple, donc, que je trouve 3 niveaux au-dessus. Et, Charlie Plummer est vachement bien dans le film, lui il est bien. Ouais, lui est très très bon. Les trois acteurs. Hein. Oui. Buscemi, et puis le petit jeune, là, c'est vrai qu'il a eu un prix Meilleur Espoir à Venise, et franchement, c'est mérité, je suis impatient de le retrouver, je pense que c'est un mec qui est promis à une belle carrière. Ouais, tout à fait. On va changer complètement de registre, puisqu'on va passer à de la comédie, un peu. Voilà, on a un bon petit trio gagnant de comédie française, là. Du high level. On va commencer par Amoureux de ma femme, tout d'abord, de Daniel Auteuil. Alors, j'avais envie de dire, comme on n'a plus beaucoup de temps, on aurait pu sauter la bande-annonce, mais en même temps, ça serait se priver quand même de ce jeu d'acteur qui est un modèle de ce qu'il ne faut pas faire au cinéma.
On va regarder la bande-annonce. À la limite, on peut peut-être la couper au milieu pour éviter d'infliger ça aux gens. Bon, on va regarder la bande-annonce donc, de Amoureux de ma femme, réalisation de Daniel Auteuil, avec Daniel Auteuil, son ami Gérard Depardieu, également Sandrine Kiberlin et Adriana Ugarte, que vous avez peut-être découvert dans Julieta d'Almodovar. On regarde la bande-annonce et surtout prêtez bien attention à ce naturel dans la façon de clamer les dialogues. Daniel! Oh Patrick! Dis-nous ensemble ce soir si tu veux. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais enfin vous présenter Emma. Attends, t'es quand même pas en train de me dire qu'il va venir dîner ici avec sa nouvelle copine? Non, c'est... Mais Daniel, c'est ça? Alors que ce salaud vient de quitter ma meilleure amie sans aucun état d'âme? Ah! Bonsoir. Enchantée. Enchanté. Mais je n'arrive pas à comprendre comment il a pu quitter Laurence, qui est une femme extraordinaire, pour cette gamine de 30 ans. Oh, écoute, c'est pourtant très facile à comprendre, hein. Pardon, qu'est-ce que t'as dit? Moi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Il n'arrête pas. Pardon? Il n'arrête pas de parler de vous. Ah! Je suis horriblement gourmande. Vous êtes gourmande, vous? Horriblement. Ouvre la bouche. Est-ce que je fais de la bouche? Oh merde! C'est horrible. Amène-moi quelque part. On n'a qu'une vie. Elle portait en elle la promesse d'une vie folle, mais dense et vertigineuse. Pour la première fois de son existence, il venait enfin de se réveiller. T'es avec nous? Oui, pardon, oui. Elle aime tellement la vie. Oh bah c'est sûr, hein, c'est une gourmande, hein. Pardon? Il se délecte de te voir faire ce que tu fais. Ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Du lèche-vitrine. Du quoi? Du lèche-vitrine. Et tu délires totalement, il est juste venu dîner à la maison pour nous présenter la femme que j'aime, la femme qu'il aime. Amoureux de ma femme de Daniel Auteuil. Daniel Auteuil qui adapte une pièce de théâtre qu'il avait jouée sur les planches. Apparemment, il n'a pas compris qu'il était plus au théâtre. Je crois qu'il est resté sur les planches en fait. Ouais, pour moi, c'est ça le pire. C'est-à-dire que ce film essaye en permanence de fuir le théâtre filmé parce qu'il insère beaucoup de scènes de fantasmes où il s'imagine ailleurs, à Ibiza, à Venise, dans Paris, etc. pour fuir justement le huis clos du repas où il se retrouve tous les amis, et que finalement il ne filme ça, c'est joué comme au théâtre, c'est-à-dire c'est exagéré, ça ne passe absolument pas, c'est pas naturel pour un sou, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Mais à tous les niveaux, moi je trouve que c'est probablement l'une des comédies françaises, les pires comédies françaises que j'ai pu voir cette année, avec une autre auquel je pense, mais c'est une catastrophe permanente, il n'y a rien qui fonctionne, c'est mal joué, mais c'est mauvais, mais un point. Quand on voit quand même le potentiel des acteurs, c'est là qu'on peut pas aussi pardonner, quoi. Réussir à avoir fait mal jouer Sandrine Kiberlin, c'est un exploit, hein, je trouve. C'est vraiment un exploit. Là. Elle se demande ce qu'elle fait là, d'ailleurs, je crois, sur certaines. Ah non, mais tout est raté. On va pas s'éterniser dessus parce que ça serait tiré sur l'ambulance et à boulet rouge. Mais passons à des films un peu mieux. Ouais, les Chevaliers du Fiel sont de retour avec un nouveau film, Les Municipaux, ces héros. J'ai pas eu le courage d'aller le voir. Mais en fait, non, je vais pas, voilà, je vais être honnête. Si vous aimez Les Chevaliers du Fiel, allez-y, ça peut vous faire marrer. Les autres, je vous cache pas qu'on a l'impression d'être avec une grosse troupe de bofs au PMU du coin lors d'une soirée bien arrosée. Il y a encore des gens qui impressionnent les Chevaliers du Fiel en 2018. Écoute, j'ai l'impression... Ah non, mais c'est lunaire. Après, je veux pas mentir non plus. Il y a 2-3 vannes qui m'ont fait rire. 2-3 vannes éparpillées dans tout le film. Mais voilà, quand t'en as un qui sort, voilà, c'est... Ah ouais, vous avez vachement la pression. Non, nous, la pression, on la boit. Ça me fait rire. Voilà, je dois avouer, c'est... Voilà. Mais c'est 2-3 vannes comme ça éparpillées dans tout le film. Le reste, c'est lunaire. Lunaire de... Est-ce qu'il a marché lors de sa en Occitanie Occitane, voilà, c'est la question. Je ne sais pas. Mais enfin voilà, vraiment c'est vraiment pour moi à mettre entre les mains que des fans des Chevaliers du Fiel, parce que sinon, attention, les Chevaliers du Fiel s'en prennent au cinéma et c'est moche. Donc voilà. Autre comédie française qui sort cette semaine, Comme des garçons de Julien Allard avec Max Boublil, Vanessa Guide. Dit comme ça pourrait faire flipper.
Ça, c'est déjà un petit peu mieux. C'est pas si mal. Beaucoup de choses sont pas réussies. C'est pas très très bien joué. Mais globalement, voilà, ça raconte l'histoire de la création de la première équipe de foot féminine en France. C'était à Reims. Voilà, c'est une petite comédie aux allures de feel-good movie qui en même temps raconte un peu un truc. C'est sympathique, on va dire. Voilà, c'est distrayant. Voilà, je pense que malheureusement, ça va faire 4 entrées. Mais c'est sympathique. On a pas mal d'autres choses qui sortent. Alors, je crois que toi, tu as vu Land, par exemple, de Land, Babak Jalali. Exactement. J'ai trouvé que c'était un très joli film dans l'univers des réserves indiennes aux États-Unis. Une histoire de famille. J'ai le souvenir qu'au début de ce film, ça commence avec... ça raconte tellement rien du tout au début que je me suis demandé s'il y avait un scénario. Et puis, en fait, oui, je me suis rendu compte que c'était un truc très contemplatif et très immersif au sein de cette famille. Et donc, finalement, ça avait fini par marcher, par m'émouvoir. Donc, à voir si vous avez du temps. Si vous êtes sûr de ne pas vous endormir. Voilà. En gros, si vous êtes bien réveillé. Bon, il nous reste 3 minutes pour évoquer un petit peu tout ce qui sort. Toi, je crois que tu as vu Transit. Oui, j'ai vu Transit, qui est un film assez étrange, assez intéressant quand même sur le propos qui est finalement de... Ça se passe à Marseille et en fait, c'est comme si l'occupation allemande avait continué. Donc on est vraiment entre les époques. Le cinéaste n'a de cesse de mélanger les époques, les temps. C'est presque un film d'anticipation. On retrouve dedans cet acteur allemand qu'on avait vu notamment chez Michael Haneke, je ne sais plus son nom, mais il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Joaquin Phoenix. Ouais. En Franck fait, Rogowski. Voilà, après, il a une voix très très particulière. Et dedans, il y a aussi Paula Beer qu'on avait découvert en France quand même. Qui est un peu mal exploité. Alors, le problème de ce film, c'est qu'il y a l'image de Casablanca quand même qui est dessus, et pour le côté justement de transit et de laisser passer, d'arriver à quelque chose en temps de guerre, et le film souffre de ça. Voilà. D'accord. Bon, il faut vraiment qu'on fasse beaucoup, enfin qu'on aille très très vite sur les autres, mais on a également Nobody's Watching qui sort cette semaine de Julia Solomonov, je ne vais surtout pas écorcher son nom. L'histoire d'un comédien argentin fraîchement installé à New York, et un ancien amant refait surface et va un petit peu bouleverser sa vie. On a également Foxtrot qui sort cette semaine, donc de Samuel Maoz, avec les masques qui tombent dans un couple quand ils apprennent que leur fils est mort en Irak, je crois, si ma mémoire est bonne. Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu non plus, oui. Malheureusement, moi non plus. J'ai eu de très bons échos, par contre. Je regarde pas. Pareil, ouais. Il y a également Mia qui sort cette semaine. Toi, je crois que... Je conseille. Par contre, si vous voulez dormir, allez voir ce film. Oui, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est un long tunnel d'ennui, quoi. Oui, c'est ça. Il y a peut-être une bonne idée, mais franchement, non, ça marche pas. Bon. Pour les plus petits, Mika et Sébastien, je crois que c'est l'aventure de la poire magique, les aventures de la poire magique. Vu ça, film d'animation. À conseiller si on a moins de 8 ans, peut-être, mais si le gosse a 8 ans, il trouvera ça trop pour bébé, quoi. D'accord, donc voilà, un film pour les enfants avec une histoire de bouteille lancée à la mer, de 2 copains qui la trouvent. Sur la solidarité, voilà, classique. Qui partent dans une aventure. Et j'attirais également l'attention rapidement sur une ressortie, c'est Bottle Rocket de Wes Anderson, le premier film de Wes Anderson, justement, on en parlait tout à l'heure pour L'île aux chiens, avec Owen Wilson, Luke Wilson et Andrew Wilson, c'est-à-dire la famille. Voilà, c'est un film qu'il avait réalisé à ce tout début. Ça ressort aujourd'hui. Je crois qu'il était même inédit en salle chez nous, mais j'en suis pas sûr. Donc voilà, Bottle Rocket de Wes Anderson que ressort Splendor Film. J'ai envie de découvrir du coup. C'est pas mal, franchement, ouais. C'est pas si mal. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, donc... Beaucoup de choses à voir cette semaine. Précipitez-vous voir Les Municipaux, ces héros, donc le film des Chevaliers du Fiel. Et le Daniel Auteuil. Et le Daniel Auteuil. Voilà, ça c'est les super-héros de la comédie française. C'est ça. Non, oubliez ces 2 très très mauvais films, malheureusement. Voilà, moi perso, je vous conseille cette semaine Avengers, Une femme heureuse et La route sauvage dans cette... Non, Une femme heureuse, Avengers, La route sauvage dans cet ordre-là. Toi, rapidement, c'est vite, très très vite. La route sauvage, Une femme heureuse, Avengers. Moi, Avengers, L'île aux chiens, et peut-être Largué, peut-être. Ah oui, toi tu remontes. Toi tu triches. Il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière. C'est ça. Merci d'avoir été avec nous pour Cinéwatch. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. D'ici là, bon cinéma et à très vite. Merci messieurs. À très bientôt. Merci beaucoup.